Nous allons interviewer ensemble Dominique Schelcher, PDG de Système U. On se demande si on va, et c'est la question qu'on a écrite, vers une inflation de 25% fin juin. C'est ce que vous prévoyez ? C'est ce que je prévois depuis quelques semaines maintenant, et je dirais malheureusement. On est sorti en fait de la période de négociation avec une inflation qui était aux alentours, à l'époque, en février, de 13%. 14%, et donc on rajoute le résultat des négociations commerciales du début de l'année qui sont arrêtées au 28 février, dont on étale l'application dans les mois là qu'on vit actuellement, depuis le 1er mars jusqu'à fin juin. Et donc oui, le pronostic, il est entre 23 et 25% sur l'alimentaire, attention, sur l'alimentaire, et la droguerie, parfumerie, hygiène, d'ici la fin du mois de juin. Donc vous dites que le pic, le mur d'inflation, c'est pour ce moment-là. Parce qu'on en a tellement parlé. Je n'utilise pas certaines expressions extrêmes, parce qu'en fait, tout ça est très progressif. Genre Mars rouge. Genre Mars rouge. C'était la vôtre. Oui. Mais ni le Mars rouge, ni le mur. On a une réalité qui est là. Parce que le mur, c'est l'expression de Michel-Édouard Leclerc. Oui. Alors après, c'est énorme. Un quart d'inflation, 18 mois après le début de la guerre, c'est évidemment considérable. L'impact sur le comportement des consommateurs est considérable, et ça pose évidemment plein de questions, et un travail considérable des commerçants que nous sommes pour accompagner les Français, bien évidemment. Michel-Édouard Leclerc qui dit aussi qu'on entre dans 10 ans d'inflation. C'est le tableau que vous faites ? Alors là, on va directement droit au but. Il faut être réaliste. Notre objectif, c'est de stabiliser tout ça à l'été, on va dire, globalement, en tout cas, je l'espère, par la réouverture des négociations dont j'imagine qu'on va parler dans un instant. On espère pouvoir avoir des signes de baisse sur certains produits. Lesquels ? À l'automne. Alors lesquels ? Ceux qui sont dépendants des cours de matières premières qui baissent, par exemple le blé, par exemple le café. Mais comme... C'est ce que vous espérez, mais quand on regarde les chiffres, ils sont terribles. Et d'ailleurs, voilà, on allait les chercher sur votre blog, Olivier Dauvers, donc vous allez me dire si tout est bon. Mais par exemple, ou peut-être que vous voulez le faire vous-même. Ah, mais je vous en prie, quand on regarde l'huile, s'ils sont bons. Le cours de tournesol baisse de 55%. Donc on dit, bon, on va le voir dans les rayons. Regardez, la bouteille de fruits d'or, elle est à plus 33%. Celle d'Isio 4 à plus 27%. Quand on regarde l'évolution aussi pour le blé, moins 40%. Le Prince de Lu, c'est plus 24%. Les BN, plus 25%. L'Arabica, moins 16%. Donc pareil, on devrait voir la différence. Maintenant, on a, qu'on regarde le carte noire ou l'or, c'est plus 29%, plus 25%. Il est là le problème. Il est là le problème. Il est que le cours des matières premières baisse, mais ce n'est pas répercuté sur les prix. Mais c'est tout ce à quoi j'appelle depuis plusieurs semaines maintenant. Les prix qu'on applique actuellement, c'est quoi ? C'est le résultat des négociations commerciales pendant 3 mois, entre le 1er décembre et le 28 février. C'est la loi française, c'est même une exception française, puisque partout ailleurs dans le monde, cette période de 3 mois n'existe pas. On discute toute l'année pour justement tenir compte de l'évolution en permanence des matières premières. En France, c'est pas le cas. On discute pendant 3 mois et après on applique pendant 1 an. Ça marche quand il n'y a pas d'inflation. Ça a marché les années précédentes, il n'y avait pas d'inflation, on pouvait travailler comme ça. Maintenant qu'on est dans cette période d'inflation, ce n'est plus tenable, il faut donc réouvrir les négociations. Bruno Le Maire a écrit avec Olivia Grégoire à tous les industriels ces derniers jours, et on espère pouvoir se remettre autour de la table pour tenir compte de tout ce que vous venez de décrire et qu'on doit pouvoir appliquer, mais il faut passer par la case négociation. Moi, je vais même plus loin qu'un appel ponctuel à la réouverture des négociations. Je souhaiterais qu'on change le système français et qu'on puisse, comme les autres pays du monde, discuter toute l'année au plus près de l'évolution des matières premières. Il n'y aurait pas forcément de revoyure, ce serait une conversation permanente. Une discussion permanente et pacifiée. Parce que le problème des 3 mois qu'on vit actuellement, et vous le décrivez tous ici les uns et les autres, c'est que c'est pendant 3 mois relativement tendu, parce que c'est compacté en 3 mois. L'idée, c'est d'étaler ça plus longtemps pour que ce soit plus détendu, comme dans d'autres pays. Je vous vois vous agiter. Gaëtane puis Olivier. L'an dernier, le gouvernement avait rouvert des négociations 4 fois de suite, justement, pour prendre en compte toutes ces augmentations auxquelles étaient confrontés les industriels et pour leur permettre d'ajuster leurs prix. En fait, ce que demandent aujourd'hui les distributeurs, comme d'ailleurs Bruno Le Maire, c'est de prendre en compte toutes ces baisses, de se réunir tous autour de la table et de réajuster. Est-ce qu'il a vraiment le pouvoir ? Il a le pouvoir. Bruno Le Maire, d'obliger les industriels à se remettre autour de la table demain. C'est une prérogative du gouvernement, de Bruno Le Maire de le faire. Il l'a fait l'an dernier. Il a demandé aux industriels et aux distributeurs de revenir
après cette période de négociation annuelle à laquelle on assiste, 4 fois de suite, justement pour faire face à ces hausses auxquelles ils étaient confrontés. Non, mais il n'a pas le pouvoir d'aboutir les négociations. Non, il peut leur demander de voilà. C'est une convocation. C'est pas parce que le politique dit il faut renégocier qu'il a le pouvoir de faire baisser les prix. Par contre, et c'était le sens de l'étude que j'ai sortie hier, il s'agit de montrer qu'il y a du grain à moudre. Parce que c'est ça l'idée. Il y a des filières sur lesquelles la renégociation, elle est de fait obligatoire. Il y aura une pression politique et même une pression sociétale parce que ça va fuiter tous ces chiffres-là. Moi, je les ai sortis. Voilà, il y en aura d'autres parce que j'ai pas le monopole de ça, mais ça va se voir de manière évidente que le prix du biscuit, il ne peut pas rester le même en septembre. De toute façon, par principe, le prix de la farine aujourd'hui fait le prix du biscuit 6 mois plus tard. Donc on sait déjà que septembre sera vert. J'ai parlé de mars rouge, on en a beaucoup voulu. Je peux d'ores et déjà, moi, parler de septembre vert parce que mécaniquement, tous les produits qui sont à base de céréales, à condition que les industriels acceptent de baisser leur prix. Il y aura une pression sociétale et politique, voire médiatique, sur le fait que les marques ils ne le feront pas. Et même, moi, j'appellerai Bruno Le Maire à faire du name and shame. Si on a des industriels... C'est ce que vous faites déjà. Oui, non, mais lui, il ne le fait pas. Lui, il ne le fait pas, Bruno Le Maire. Mais le politique, de toute façon, a pris le pari qu'après le trimestre anti-inflation, la déflation s'installera. Donc, de toute façon, il est obligé d'y arriver. Sinon, il y aura un problème politique majeur en France. Septembre vert ? Il le faut, de toute façon, il le faut pour les Français. Mais il y aura une autre pression que Olivier n'a pas citée, mais qu'on peut rajouter à la longue liste qu'il a faite, et qui est tout à fait juste, évidemment, c'est la pression des volumes. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les prix ont tellement monté que nous assistons actuellement à une baisse d'un certain nombre de volumes, particulièrement les grandes marques. Je le vois chez nous, chez Système U, c'est le cas. Je le mesure à la semaine et on le voit. Les volumes et donc les quantités de vente baissent. Et donc, à un moment, les industriels eux-mêmes vont dire « mais halte là, on perd trop de ventes. Messieurs, mesdames, les distributeurs, remettons-nous autour de la table. » Ça, ce sera une raison aussi. C'est moins 9% les 3 premiers mois, c'est le chiffre qui a été donné pour les 3 premiers mois de l'année. Et en fait, c'est en train de s'accélérer. Parce qu'on est véritablement passé à un phénomène d'arbitrage il y a quelque temps où on remplaçait un produit par un autre. Maintenant, dans le caddie, il y a moins de produits. Sauf sur les marques distributeurs, où là, vous avez constaté une forte augmentation. Vous êtes de l'ordre de 25% en plus de vente des marques distributeurs. Tout à fait. Mais au global, le volume est bien en baisse. Et donc, les marques, celles dont on a mis les produits, elles auront comme problème, c'est que leur volume à elles va baisser. Et donc, de deux choses l'une. Soit elles reviennent sur leur prix, soit elles acceptent l'idée d'être marginalisées, avec un gros risque, c'est qu'un consommateur qui a basculé d'une marque nationale vers une UMDD, il y a une partie d'entre eux qui ne reviennent pas sur les marques nationales. Oui, Laurent ? Oui, mais je pense qu'il y a 2 problèmes. Il y a le problème à court terme. D'abord, pardon d'employer ce terme-là, mais les consommateurs ont vraiment l'impression d'être pris pour des pigeons. Ils voient les prix des matières premières qui baissent et ils voient les prix qui continuent à monter. Donc c'est un problème de pouvoir d'achat immédiat. Oui. Mais il y a un deuxième problème, c'est que aller acheter chez son commerçant, que ce soit d'ailleurs une grande surface ou un petit magasin, il y a un problème de confiance. Et là, tout ce qu'on est en train de vivre est en train d'induire une vraie défiance dans les prix qui sont affichés. Et vous avez le même phénomène avec les prix du pétrole, de l'essence à la pompe. Tout le monde a vu que le prix du baril était tombé à $85. Tout le monde l'a vu. Or, au mois de septembre, quand le prix du baril était à peu près à ces tarifs-là, vous savez combien était le litre d'essence ? À 1,51 €. Oui, mais la différence, attendez, c'est pas les mêmes conditions. Je vais finir d'expliquer. Aujourd'hui, il est à plus de 2 €. Où est passée la différence ? On nous dit le raffinage coûte plus cher. C'est vrai, il y a eu l'embargo, très bien. Mais où sont passés les 60 centimes d'écart ? Le raffinage, l'embargo sur le pétrole russe ne justifie pas tout ça. Et donc, à chaque fois, les gens voient que lorsque les prix montent, ça monte à la pompe. Mais pour baisser, ça prend beaucoup de temps. Oui, mais on est quand même... ce problème il faut faire un peu de pédagogie. Il faut faire un peu de pédagogie et ne pas faire du populisme dans cette façon de l'exprimer. Je ne parle pas des carburants, j'y connais rien. Je vais parler de l'alimentation dont je ne pense pas être le plus ignare. Il est normal, Laurent, qu'il n'y ait pas un lien immédiat entre le prix de la farine et le prix du biscuit. C'est normal. Vous voyez, j'ai mis en lumière des cas de marques que j'ai montrés, donc je les ai attaqués. Mais dans le même temps, il faut savoir dire. Vous avez envie de les défendre aujourd'hui ? Non, c'est pas. J'ai juste envie d'être honnête. On ne peut pas faire croire aux consommateurs que le cours du blé induit le lendemain
le prix du biscuit Combien en de rayon. temps? Ce n'est pas vrai. Très bien, mais vous n'allez pas... de... Pardon, je vais vous répondre sur ce point non, très mais sur ce précis. point, 6 mois on de est- temps. Non, mais C'est un pas de on temps est de au mois 6 mois. d'avril. Non, moi je parle... Vous non. venez d'expliquer que les prix baisseraient en septembre. Il se passe quoi entre les deux? Parce Il que faut le 6 mois nouvelle pour faire un négociation. paquet de gâteaux. il faut une nouvelle mais négociation. Laurent, on va faire de la pédagogie. Non, mais- Non, attendez. Dites là, tout. vous êtes un peu dans ma zone de confort. La politique, vous êtes bien meilleur que moi. On vous écoute, L'approche Olivier. alimentaire des choses, je pense que je ne suis alors. pas le plus mauvais. Les industriels qui font des biscuits achètent leur blé et leur farine sur des contrats de moyen terme. Ils n'achètent pas tous les jours, évidemment, en fonction du cours du jour. Ils s'engagent sur des volumes pour avoir un prix. Donc, concrètement, Laurent, le biscuit qui est fabriqué aujourd'hui par LU, par BN, par qui vous voulez, la farine, elle a été achetée il y a plusieurs mois. Et c'est bien ainsi parce qu'il se couvre, c'est un terme technique, il se couvre. Donc, c'est normal qu'il y ait du décalage dans le temps. Et donc, ce qu'il faut juste faire comprendre, c'est que si, et c'est ce que j'ai écrit, si pendant l'été ou en septembre, le prix de ces produits-là n'a pas baissé, alors il faudra être capable de les montrer en leur disant... Donc vous faites là, anticiper un éventuel comportement des industriels en septembre. c'est une pour dire, façon tiens, de c'est mettre sur la place confortable, publique le gardons, hiatus les qu'il y a prix, Très bien, Voilà. donc, Voilà. pardon, allons jusqu'au bout Donc, parce il faut que quelque temps, c'est normal. j'entends le Voilà. raisonnement. Mais alors du coup, le raisonnement inversé. On donnera la parole à Attendez, Michel Char, bien sûr. c'est notre invité aussi. hein. Pardon, quand ça Oui. baisse, il faut combien de temps pour que... Et quand ça monte, pourquoi les prix augmentent très vite? Eh bien, on va Ouais. prendre l'exemple sur le biscuit. Quand le prix de la tonne de blé était à 400 € il y a un an, Laurent, eh bien, le prix du biscuit, il y a un an, il n'avait quasiment pas monté encore. Dominique, sous votre contrôle, Non, mais- est-ce que les prix ont monté dès le 1er mars 2022 ? C'est vrai qu'il y a un peu de temps de latence, mais n'empêche, replongeons-nous l'année dernière, comme l'a dit Gaëtan. En fait, l'année dernière, il y a eu une espèce d'enthousiasme à monter quand même relativement rapidement les prix, c'est vrai. Avec un certain nombre d'industriels, on a eu 4-5 hausses, notamment, je pense par exemple aux couches et au papier WC. Ben voilà. Ça, c'est du papier, et beaucoup d'électricité et d'énergie. Et donc, tout ça a augmenté. On a accepté 4-5 hausses pour ces... Mais pourquoi on n'accepterait pas cette année de se mettre autour de la table pour négocier quand même 4 ou 5 baisses? C'est ça que nous, on Mais moi, dit, j'ai pas de problème avec un avec ça. léger temps de latence. Il Donc, faut juste il faut accepter se le remettre principe, autour c'est de la normal qu'il y ait table. latence. C'est normal. L'année dernière, le blé, le 1er mars, c'était à 400 € la tonne. Le prix du biscuit n'avait pas progressé. Tout ça, ce sont des faits. Je voudrais aussi qu'on essaie de comprendre le moment que l'on est en train de vivre, parce que vous êtes très inquiet aussi. Vous dites qu'il y a tous les ingrédients d'une crise sociale, alors qu'on en vit déjà une. Vous pensez qu'elle pourrait superposer à celle Alors qui a lieu en ce attention, moment. je dis pas exactement ça. Je pose une question. Moi, je suis pas. Voilà, je pose une question qui est laquelle? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au départ de cette crise, depuis la rentrée, on va dire, les gens arbitraient. Moins de produits non essentiels, le bazar, le textile. Aujourd'hui, moins d'hygiène. Ensuite, moins de produits frais traditionnels. La boucherie, la viande achetée au comptoir, on en achète beaucoup moins. Même maintenant, les fruits et légumes. Et maintenant, on en arrive à cette fameuse restriction. Ma question est, cette restriction visiblement va durer, puisque cette inflation est là pour durer. Ça, c'est le retour à votre question de tout à l'heure. Combien de temps les Français vont-ils accepter cette situation? Et à un moment, quand on lit l'étude de la semaine dernière dans le Parisien, 42% des Français les plus modestes, aux revenus les plus serrés, sautent un repas actuellement, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner. Mais combien de temps on va pouvoir tenir avec ça? Là, quand on parle de ce chiffre, C'est on pas parle possible. des adultes ou on en est... Parce que toujours le moment qui fait le plus peur, c'est le moment où ça se répercutera sur les enfants. Est-ce qu'on n'en est pas encore à ce moment-là où le consommateur... Ça, j'ai pas l'élément de détail. Moi, ce qui me frappe dans tous les chiffres et toutes les études vont dans le même sens. 70% des Français ont changé de comportement. Les plus modestes, beaucoup. Les autres, peut-être un peu moins, mais ils ont changé. On n'a jamais vu ça tellement dans le métier. Absolument. Et là, on commence à nous dire on saute des repas. C'est un problème presque derrière même de santé publique. J'ai reçu dans un magasin la première ministre la semaine dernière. C'est des choses dont on a parlé avec les ministres la semaine dernière. Il y a une série de problèmes qui se posent, qui dépassent bien alors vous la dites que vous en consommation. parlez avec les ministres et surtout même avec la première ministre. Que peut faire le gouvernement? Il a été question à un moment du panier anti-inflation. Eh ben, la visite, dont c'était la mise en place justement... a été ô combien compliquée. On en est où maintenant? La visite était justement pour suivre le panier anti-inflation. Donc, on a été la première enseigne à le mettre en place dès le 1er février. 150 produits à prix coûtant. Donc, l'effort prix coûtant, c'est qu'on ne prend plus de marge sur ces produits. Ce sont des ventes en croissance de 35%. Les gens ne s'y trompent pas. Et donc, au global, sur l'ensemble des produits concernés, c'est le chiffre qui a été annoncé par les ministres la semaine dernière, c'est moins 5% de prix sur ces produits-là, jusqu'à moins 7% chez nous. Et donc, je peux rajouter, voilà. c'est une étude de la Maison d'Auvert, donc c'est un chiffre que je peux certifier. C'est parce que je me Voilà. suis paluché, j'aime ce terme-là, à la main, Ouais. le prix de tous les produits des paniers anti-inflation de toutes les enseignes, avant et après.
Donc le chiffre de 5%, c'est une réalité. Par contre, c'est une goutte d'eau dans un océan, parce qu'évidemment, c'est une goutte d'eau, mais il faut savoir dire les ça deux. contribue. Mais ça veut dire que les consommateurs Ce que j'allais vous demander, est-ce qu'on peut dire que le panier anti-inflation, ça marche? Oui, bien sûr. Mais de manière factuelle, les prix de ces paniers-là baissent. Et ça a une deuxième vertu, qui est une vertu politique. Et c'est pour ça que moi, à titre perso, j'étais soutien de la première heure de cette démarche-là. Il fallait un panier anti-inflation, au moins pour que ceux qui sont dans le dur puissent se raccrocher à l'idée que le gouvernement fait quand même quelque chose pour eux. Le gouvernement n'allait pas arrêter l'inflation. C'est juste l'effet dont vous parlez. Oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Je pense que quand on en est à sauter les repas et à pas se nourrir comme avant... Imaginez le niveau de cohésion sociale dans lequel on est, si en plus ceux qui sont dans la difficulté vont reprocher à ceux qui nous gouvernent de ne rien faire. Donc au moins pour ça, le panier, il a cette vertu-là. Oui, c'est très psychologique, oui, c'est très symbolique, oui, mais c'est déjà ça. Ça prouve qu'il y a des choses qui sont faites. Il y a surtout un sentiment de déclassement social aujourd'hui quand vous êtes face à des personnes qui sont obligées de se restreindre, de ne plus acheter de viande alors qu'ils en achetaient il y a encore un an, de ne plus acheter de poissons. Les produits d'hygiène, vous nous disiez. De produits frais. Les produits d'hygiène les plus chers, les cosmétiques pour le visage, c'est en forte chute actuellement. Les plats cuisinés tout faits, c'est en forte chute. Dominique Schelcher, les vols aussi sont en hausse, ça c'est une réalité. Il y a des sur ce sujet-là. Alors si, je suis. Alors excusez-moi, mais il y a des chiffres qui ont été. Il n'y a pas d'études fiables. Moi, j'ai pas de chiffres précis. Alors, il y avait une étude. Votre homologue pour les mousquetaires nous a confirmé qu'effectivement il y avait une augmentation des vols et qu'il y avait des consignes qui avaient été données pour ne pas se jeter en fait sur ces personnes-là. On avait un chiffre, c'était les vols à l'étalage. Exactement. On dit 14% en un an. C'était une étude relayée par Le Parisien. Moi, je suis beaucoup plus prudent avec ce phénomène-là. Nous, on l'observe pas tant que ça chez nous. C'est un phénomène qui a toujours un peu eu. On vit avec, mais il faut pas monter ça aujourd'hui en épingle. Et il faut s'occuper de la racine du mal. Juste pour préciser le chiffre, parce que vous dites, après tout, c'est pas forcément fiable. Là, c'était les chiffres carrément recensés par la police et la gendarmerie. Donc, recenser les plaintes, et donc c'est plus 14% en un an. Ça montre quand même quelque chose, non? Encore une fois, chez nous, je vois pas de phénomène massif dans ce domaine-là. Donc, je suis prudent puisque je corrobore pas ces chiffres-là. Pardon, Dominique Schelcher, de vous emmener peut-être sur un terrain où vous n'avez pas forcément envie d'aller, le terrain politique, mais du coup, lorsque vous parlez de problèmes sociétals, et à l'évidence, vous avez raison, quand 70% des Français changent leur mode de communication, j'imagine que comme 15 millions de Français hier, vous avez dû écouter le président de la République. Or, pas un mot sur ce sujet-là, pas un mot sur l'inflation. Pas un mot sur le pouvoir d'achat. Très, très honnêtement, vous en avez parlé encore avec la Première ministre la semaine dernière. Est-ce que honnêtement, vous avez été étonné que dans une période comme celle-ci, il n'y ait pas un mot sur ce sujet-là? Je reconnais que j'ai été surpris hier soir par ce point-là. Et je me suis dit, forcément, la Première ministre, la semaine prochaine, dans le plan qu'elle va annoncer, elle aura une expression là-dessus. C'est ce que je me suis dit. Elle vous a dit la semaine dernière, peut-être? Elle me l'a pas dit. Plus informé que nous. Elle me l'a pas dit, mais par contre, j'ai bien compris dans cette visite qui a quand même duré 1 heure, où j'étais à ses côtés quand elle a discuté avec des clients, je veux dire très spontanément, qui ont partagé leurs attentes et leurs difficultés. Elle l'a bien en tête, elle a mesuré les choses, elle était au fait de tous les sujets qu'on a pu aborder dans ce tour de magasin, et je n'imagine pas qu'elle en reparle pas là. Elle vous a pas demandé de conseils? La semaine prochaine. Sur ce qu'elle pourrait faire ou annoncer? Elle était fortement à l'écoute. Par contre, je vais vous dire, elle a autour d'elle des ministres qui sont, eux, en première ligne depuis le mois de janvier. Moi, je salue Olivia Grégoire, la ministre du Commerce et des PME, qui a lancé l'idée du panier inflation tout de suite après les fêtes, et elle avait raison. Et comme on faisait la même analyse qu'elle sur les difficultés des Français post-fête, c'est pour ça qu'on a réagi très vite sur ce fameux panier de 150. Bruno Le Maire, quelque part aussi, sait très bien que l'inflation, en tant que ministre de l'économie, à un moment, ça devient un problème politique. Donc, je n'ose pas croire que la semaine prochaine, on n'en parle pas davantage dans les mesures concrètes, en fait. Parce que tout à l'heure, on n'est pas allé au bout du raisonnement. Vous disiez, oui, ça y est, je vois que les Français sautent des repas, se privent de plus en plus sur l'essentiel. Et cela peut accoucher de quoi? Parce que je vous interrogeais sur la crise sociale qu'on est en train de vivre. Et d'ailleurs, c'était dans la prise de parole hier d'Emmanuel Macron pour expliquer la colère. Et c'est peut-être le seul moment où il parle de l'inflation.
Il dit qu'il y a sans doute l'impression que le salaire ne paye pas suffisamment et que le pouvoir d'achat aujourd'hui est trop faible. Est-ce que vous faites le même raisonnement pour expliquer la colère d'aujourd'hui ou vous dites que ça pourrait accoucher encore d'une autre crise? Alors, de quoi ça va accoucher, ça, voilà, je suis pas devin, je peux pas vous le dire. Par contre, oui, la colère, elle gronde parce que, par exemple, il y a de l'expression. On reçoit des mails de nos clients, on reçoit parfois même des courriers de gens qui ont des difficultés, qui nous partagent ou qui nous posent des questions. Et c'est vrai que la nature de ce qui est écrit dans ce qu'on reçoit aujourd'hui, c'est quand même plus tendu à un point que je n'ai jamais vu moi. Et Dieu sait que voilà, je fais ce métier depuis longtemps. Non. Et donc, voilà, ma question est jusqu'où pourront-ils tenir? Et donc, voilà, nous, il faut les accompagner, continuer. Olivier a raison, le panier anti-inflation, il a le mérite d'exister et les gens ne s'y trompent pas, ils l'utilisent chez nous et chez les autres. Il faut continuer la promotion. Il faut nous permettre de renégocier absolument. Vous pouvez baisser encore vos marges ou pas? Alors, on fait des efforts depuis l'année dernière. Le prix coûtant, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de marge. On le fait sur des fruits et légumes chaque semaine chez eux depuis longtemps. À un moment, ça va se tendre aussi. Donc, il faut que cette inflation, on se la partage entre tous les acteurs. Aujourd'hui, je trouve que c'est déséquilibré. C'est peut-être un peu trop le consommateur, vous l'avez dit. Nous, on en prend une part. Il faut que l'industriel qui a quand même reconsolidé ses marges ces derniers temps, et ça, c'est Bruno Le Maire qui l'a dit à travers une étude de l'Inspection générale des finances qui l'a certifié, prenne un peu plus en charge cette inflation actuellement. C'est encore une fois l'appel que je lance depuis plusieurs semaines et j'espère que dans les prochains jours, on va pouvoir se mettre autour de la table et qu'il y aura un mouvement. Est-ce qu'on va retrouver les prix d'avant la crise? Est-ce que les consommateurs vont retrouver? C'était la première question d'Aurélie Casse dès le départ. Eh bien, malheureusement, non. Donc, on espère avoir un début de septembre vert sur un certain nombre de prix, mais après, il faut être réaliste. Il y a un certain nombre de donnes de l'environnement qui ont bougé structurellement. L'énergie. Alors, j'entends bien qu'elle baisse l'énergie, mais nous, on a signé des contrats sur 2 ans d'électricité achetée à prix fort, de gaz également. Les salaires ont progressé. On a accompagné l'inflation dans notre branche professionnelle, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte, mais pour nous et pour les producteurs également. Donc, il y a des filières où ça ne pourra pas baisser, parce que la matière première ne baissera pas. Le lait, il est très improbable qu'il y ait des renégociations sur les produits laitiers. Bien sûr. Sinon, ça veut dire que le revenu des agriculteurs laitiers baisserait. Ça, politiquement, c'est pas gagné. C'est pas gagné et c'est important de dire ça. Dans toutes ces discussions, on ne veut pas remettre en cause la part de matières premières agricoles. Celle-là, on a gagné du revenu pour les agriculteurs, on ne veut pas remettre en cause ça. C'est d'autres éléments. Donc, pour toutes ces raisons qu'on décrit, malheureusement, on ne reviendra pas au prix d'avant la guerre, mais on fera tout pour avoir une série de baisses sur les baisses de matières premières les plus emblématiques. Et on voit bien que nos comportements ont changé. Je ne sais pas si même si les prix, si l'inflation stagne et qu'il y a vraiment ce septembre vert, je ne sais pas si on retrouvera nos comportements d'avant. Quand on parle de cette baisse de consommation de 9% sur les 3 premiers mois de l'année, on comprend bien que le monde a changé. Est-ce que c'est le début de la fin de la société de consommation? Mais absolument, vous avez raison. Je pense que moi, alors Olivier ne sera pas d'accord. Moi, je pense quand même qu'il y a la question du consentement à payer pour l'alimentation qui se pose actuellement. Il y a des gens, alors ils le disent peut-être pas comme ça, mais je pense qu'ils sont face aux choix qu'ils ont à faire, aux arbitrages qu'ils ont à faire, ils se disent quelle part je donne à l'alimentation, je fais des choix, etc. Et en tout cas, pour une part, et ça sort dans les études actuellement, il y a la question de la sobriété qui émerge. Est-ce que consommer un peu moins, c'est pas aussi une solution pour faire face à la situation actuelle? Pour ceux qui ont tout, mais ceux qui n'ont pas assez, ça ne concerne pas la majorité. Ils vont chez Action. Il suffit de se promener dans les magasins, et Dominique sait que j'y passe ma vie. Quand vous êtes chez Action, c'est là où est la vraie France. Hein, oui, bien sûr. Voilà, vous vous rendez compte que Action rend riche. Action permet à des gens de consommer, alors qu'ailleurs, ils ont des difficultés pour le faire, parce que chez Action, c'est factuellement plus bas. C'est sans doute pas le même niveau de qualité, ça n'a sans doute pas la même empreinte environnementale. On peut discuter de est-ce que consommer chez Action, c'est une fin de la vie Oui, mais cette enseigne qui a beaucoup de succès et qui est devenue la préférée selon une dernière étude, sera rattrapée par son empreinte environnementale à terme. Parce qu'à un moment, les gens veulent tout concilier, veulent à court terme, bien sûr, concilier leur sujet de pouvoir d'achat, mais
à moyen et à plus long terme, et on vient de vivre un incendie incroyable que vous avez montré pendant des jours à l'écran, ils veulent protéger la planète. Et donc ça passe par une empreinte différente. Et cette enseigne-là, pardon, mais elle coche toutes les cases contraires de l'empreinte environnementale. Sauf la case sociologique, puisqu'elle rend riche des consommateurs qui sont pauvres dans d'autres magasins. Ça posera des questions peut-être plus tard. Incontestablement sur le temps. Mais à échéance visible, bien malheureusement. Mais c'est intéressant parce que vous dites avec beaucoup de sérénité, oui, c'est le début de la fin de la société de consommation. Donc c'est le début de la fin de votre monde, que vous êtes en train de commenter avec beaucoup de calme, je trouve. Le commerce est un éternel recommencement et on se remet en cause en permanence. Mais c'est vrai que depuis maintenant quelques années, et particulièrement depuis la période Covid, on est profondément en train de se remettre en cause. Les choses... Vous n'avez pas un livre dessus? J'ai écrit un livre l'année dernière sur ce sujet-là. Les choses changent. Le bonheur est dans le prêt. Le bonheur est dans le prêt parce que je crois à la proximité. Les choses changent en profondeur. Il faut accompagner ce mouvement. Mais c'est ça qui est merveilleux dans notre métier et que les observateurs décrivent parfaitement, c'est qu'il faut se renouveler en permanence. Dominique Schelcher, est-ce que la filière bio va pouvoir s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est celle-là qui paye. Elle reflue très fortement parce qu'un produit bio est plus cher, nettement plus cher qu'un produit standard. Donc il y a un reflux actuellement. On revient à un niveau moindre. Moi, je considère qu'à un moment, ça va revenir, donc il faut continuer à soutenir cette filière parce qu'il y a des clients ça contribue au bien manger, au manger de qualité, donc il y a un choc à tenir. Nous la décision qu'on a prise, c'est de ne pas réduire notre assortiment et de soutenir les producteurs qui, ces dernières années, ont basculé dans le bio et qu'il ne faut pas abandonner maintenant au premier coup de Trafalgar. En tant qu'action progresse, le bio ne peut pas progresser parce qu'en fait, c'est deux courbes qui sont... Oui. Donc voilà, il faut accompagner la période. Donc c'est vraiment des changements, je crois, en profondeur. Et je rebondis sur autre chose qu'a dit Olivier tout à l'heure. Il a dit oui, il y a des marques qui sont en forte chute. Ça. Certains me disent oui, mais notre marque est plus forte que tout. Eh ben moi je leur dis détrompez-vous. Parce que les clients changent, raisonnent différemment, ont peut-être découvert un produit distributeur ou un autre produit et peuvent basculer de la grande marque qu'ils avaient longtemps l'habitude d'acheter à un nouveau produit. Et il n'y a plus de règles absolues et il faut pas croire qu'une marque est plus forte que tout. Je crois que les temps changent. Et comment vous anticipez les comportements? Enfin, vous avez plus l'habitude que nous. On comprend bien, donc il y a cette baisse de consommation. C'est toujours difficile de prévoir sur l'année, mais Olivier, vous avancez à chaque fois et vous dites en gros que oui, enfin, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord sur ce point. Juin, juillet, ça va être difficile. On va vraiment vivre le pic de l'inflation, sans doute fin juin, début juillet. Ça va se calmer en septembre. Ça ne veut pas dire que ça sera le moment où l'inflation sera la plus forte. C'est la somme cumulée de l'inflation ne finira par plus progresser. Le pic, on l'a eu en mars. Le mars, on n'a jamais connu. Regardez, mais les faits sont têtus. Oui. On n'a jamais connu un mois dans l'histoire de la consommation avec un niveau d'inflation aussi élevé. Je veux bien, on peut tout m'expliquer que mars n'était pas rouge. Non, mais dans les faits, c'est ça. Et donc, en fait, on va continuer. On va avoir mal parce qu'on va... Oui, parce qu'avril va être orange, si vous voulez rester dans la même métaphore. Les distributeurs vont répercuter une hausse des prix qu'on va sentir en juin, juillet. Ils ne peuvent pas tamponner sur leur marge, donc ça va monter petit à petit, mais à un rythme qui sera moins violent. Sauf que quand vous faites les derniers lacets d'un col, même si c'est moins violent que les premiers, comme vous avez la fatigue des premiers lacets, ça finit par être difficile. Et septembre, c'est ça. Quand vous dites septembre vert... Oui, parce qu'il y a des tas de filières où si ça ne baisse pas, c'est que les industriels s'en mettront plein les fouilles. Appelons un chat un chat. Et septembre vert, ça veut dire que ça y est, mon paquet de biscuits va vraiment baisser en septembre? Si le paquet de biscuits n'a pas baissé en septembre, il y a un problème entre le distributeur et ses fournisseurs. Mais sur ce point, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire que là, vous lancez un avertissement aux industriels, mais vous pensez tous que les prix vont baisser. J'observe que le président du syndicat des industriels a pris la parole la semaine dernière et a dit qu'il allait engager les entreprises de son syndicat dans le mouvement. Donc on compte sur cette parole-là pour se mettre autour de la table. Voilà, c'est un geste positif. On va finir peut-être sur cette parole positive-là et on va se dire que dans les semaines qui viennent, on va obtenir ces évolutions dans les négociations pour pouvoir les répercuter. En tout cas, nous, on est mobilisés à 200% sur ce sujet-là et on salue Bruno Le Maire qui met un peu de pression sur le sujet pour les prochaines semaines. Sans avoir le pouvoir de faire plier non plus les industriels. Oui, parce que les règles actuelles sont écrites dans le Code du commerce, qui est la loi, depuis la loi LME. Et c'est ce fameux Code du commerce que moi, je propose de remettre en cause
radicalement, parce que les années qui viennent, c'est vrai, seront des années un peu d'inflation supérieure à celle qu'on a connue, et donc il faut revoir les règles du jeu, tout simplement, c'est du bon sens. Est-ce qu'il faut faire un peu de name and shame le moment venu si des industriels ne viennent pas de manière constructive à la négo? Je pense que ça se fera naturellement, et je vais vous dire quelque chose. Nous ferons des choix qui se verront. En Allemagne actuellement... Vous en avez déjà fait d'ailleurs. On a commencé à le faire, et mes confrères allemands, qu'ils soient toutes les enseignes, EDK, Rewe, ont supprimé radicalement des marques entières de leurs rayons pour mener un combat pour le consommateur. S'il il faut, on le fera. Vous avez supprimé quelle marque c'est une menace de déréférencement, en fait. C'est pas une menace de déréférencement, c'est une menace de on se met pas d'accord, on fait des choix plus radicaux qu'avant. Et l'époque est à des choix plus radicaux, y compris dans cette consommation qui est en train d'évoluer très fortement. Vous l'avez fait. On a commencé à le faire. On a commencé à le faire avec une grande marque. Oui. Je citerai plus ce soir, elle a déjà circulé. On a commencé à le faire. Et je vais vous dire, quand on s'explique de ça avec les consommateurs, ils nous disent, mais messieurs les commerçants, vous avez raison de nous défendre et de prendre ce type de décision par la période qui court. Merci beaucoup Dominique Schelcher d'être venu nous voir.